Parking désert. Grille fermée. Comme tous les dimanches, l'entreprise Escoffier semble respecter le repos dominical. Pourtant, à l'intérieur, le directeur est tout sauf en week-end. Il reçoit aujourd'hui de très gros clients chinois. Stéphane Vandenabel vend ses grosses machines. Elles servent aux équipementiers automobiles pour fabriquer certaines pièces de voitures, comme cette tige en acier que l'on retrouve dans les moteurs. Si les Chinois s'intéressent à ces machines, c'est qu'elles sont ultra rapides. Vous avez un temps de chargement et de déchargement de 3 à 4 secondes. L'avantage, c'est que dès que la pièce est réalisée, vous pouvez en faire une autre tout de suite. Et visiblement, le procédé séduit les Chinois. Cette machine semble très bien. Et vous allez en acheter une ? Non, la prochaine fois, il faut faire des essais d'abord. Si les essais sont concluants, Stéphane vendra sa machine environ 450 000 €. Un premier client en Chine qui pourrait bien lui en amener d'autres. Pourtant, pour cette PME française, c'était loin d'être gagné. Car dans l'industrie, aujourd'hui, ceux qui raflent les marchés, ce sont nos voisins, les Allemands. Robustes, fiables, haut de gamme, l'industrie allemande impose ses marques partout dans le monde. Volkswagen ou Mercedes pour l'automobile. Bosch ou Miele pour l'électroménager. Ces groupes très connus, très solides financièrement, se sont adaptés rapidement au marché mondial pour rester compétitifs. Dans cette guerre industrielle, beaucoup d'entreprises françaises ont capitulé. Pour autant, certaines ont décidé de se battre en concurrençant les Allemands. Elles sont même devenues numéro 1 mondial dans leur secteur. Pour être concurrentielle aujourd'hui, une PME française comme Escoffier n'a pas le choix. Elle doit constamment être à la pointe de la technologie. Ça se passe bien ? Dans l'usine, cette fois Stéphane, le directeur, n'est plus tout seul. Deux techniciens font les réglages de la dernière machine mise au point. Par pression, ces deux rouleaux d'acier déforment la pièce placée au centre. Le procédé paraît simple, pourtant cela demande énormément de technologie pour réaliser la pièce parfaite. Là, en fait, le dessin formé sur la pièce est au millimètre près ? Au centième de millimètre près. Au centième de millimètre Oui, près. bien sûr. Oui. Pour concevoir des machines capables de fabriquer des pièces avec une telle précision, c'était une nécessité. Stéphane a dû investir. Plus d'1,5 million d'euros en 4 ans pour acheter un nouvel outil de production. Comme cette machine, par exemple, beaucoup plus performante. Elle nous a permis de nous positionner, par exemple, sur des marchés aéronautiques. Seulement maintenant, il faut rentabiliser l'investissement. Et pour ça, le marché français ne suffit pas. Stéphane doit partir à la conquête de nouveaux clients partout dans le monde. La croissance au niveau du nombre de véhicules produits, elle se fait plus sur l'Asie, Inde, Chine, en Europe. La Russie, c'est peut-être le plus gros point de développement dans les 5 ans à venir. Moscou, ville symbole de cette Russie nouvelle qui s'ouvre aux investisseurs étrangers. Ici, la statue de Lénine, vestige de l'Empire communiste, trône sur une place où circulent des voitures de luxe. Moscou, le monde entier s'y presse pour faire des affaires. Et nos PME françaises espèrent bien prendre leur part du gâteau. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté en Russie, Stéphane, le directeur d'Escoffier, a choisi de se faire accompagner lors de ses premiers pas. Une nécessité pour mieux comprendre les codes de ce pays. C'est pas évident, hein, le cyrillique, je maîtrise pas encore. Il faut répéter le début, si la fin. Le R à l'envers comme ça, c'est Ya. Avec lui, une dizaine d'autres chefs d'entreprise français. Tous placent de grands espoirs dans le dynamisme du marché russe. Mais au Salon international du métal auquel ils participent, ils vont très vite s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir flairé le bon filon. Ah voilà. Farman Escoffier. Comme Escoffier n'est pas encore connu en Russie, il compte sur le label du pavillon France pour drainer du public sur son stand. Il y a investi 10 000 €. Les clients que Stéphane veut séduire, ce sont les équipementiers automobiles russes. Et pour les convaincre, il a apporté quelques échantillons de pièces que ces machines permettent de fabriquer.
S'ils voient leurs pièces, si là il y a un truc qui ressemble à ce qu'ils font eux, ça va forcément les interpeller. Mais après quelques heures, force est de constater que sa technique ne rencontre pas vraiment le succès escompté. 12h28. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Non, c'est très très calme ce matin. Ouais. Oui, je pensais qu'il y aurait un peu plus de mouvement. Ce manque de passage sur le pavillon France, il est dû sans doute à la présence d'un voisin quelque peu encombrant. Le pavillon allemand. Un mastodonte qui a carrément loué un hall entier pour ses entreprises. Sur les stands, pas seulement quelques échantillons, mais des machines-outils déplacées spécialement pour l'occasion. Très efficaces pour attirer les acheteurs. Évidemment, c'est mieux de voir le process industriel en action. Ça vaut toutes les explications du monde, ça n'a rien à voir. Stéphane s'en rend bien compte, il ne peut pas rivaliser. Il n'a pas les moyens de ses concurrents allemands. Ils sont plutôt bien organisés, non? Ouais, leur stand est plutôt pas mal. C'est vrai que le pavillon allemand, on voit qu'il y a une organisation derrière. Hein. Donc c'est vrai que ça génère aussi pas mal de trafic et puis de revenus. Hein. Alors, pour rester dans la course et vendre sa première machine en Russie, Stéphane n'a pas le choix. Il faut qu'il trouve une entreprise locale qui le représente dans le pays. C'est ce qu'il tente de négocier avec ce distributeur présent sur le salon. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Et dès le début, Stéphane fait plutôt une bonne impression grâce à une petite astuce. Oh, c'est écrit en russe, c'est bien. Des plaquettes de présentation en russe. Cela permet d'engager facilement la conversation. Du coup, son interlocuteur lui prête une oreille attentive et semble même intéressé par ses machines. Oui, c'est intéressant, nous avons régulièrement des demandes comme ça. Grâce à ce genre de contact noué sur le salon, Stéphane est aujourd'hui en négociation pour vendre à un constructeur russe une machine à plus de 700 000 €. Exporter et concurrencer les Allemands, c'est donc possible pour une PME française. Certaines ont même réussi à se hisser au premier rang de cette compétition internationale. Mais cela les oblige à être toujours plus performantes, sur les produits comme sur les coûts de fabrication. Manitou, un Français, numéro 1 mondial des chariots élévateurs. Ces engins surclassent les Allemands, les Anglais et les Américains. Par jour, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour en arriver là, l'entreprise familiale a suivi le modèle allemand. Elle a misé sur 2 points, innovation et flexibilité des employés. Dominique Bamas est à la tête de Manitou depuis le mois de mars. Et il n'a qu'une obsession, avoir un coup d'avance sur ses concurrents. Pour ça, il n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent. Donc à partir de ce prototype, on va être capable de couvrir aussi bien de l'agricole que de la construction. Les prototypes sont imaginés ici, dans le bureau d'études. Chaque année, 10% des bénéfices y sont investis. Et voici la dernière invention dont les ingénieurs sont particulièrement fiers. Un joystick qui permet de piloter le chariot élévateur d'une seule main. On a tous les mouvements du bras qui sont accessibles directement sous la paume de la main. Ici, on a des boutons pour de la commande hydraulique. Ici, on a marche avant, marche arrière. Et ici, on a pour changer les vitesses. Les innovations technologiques, 2-3 ans après, on les retrouve au catalogue de nos concurrents, c'est évident. Mais nous, pendant ce temps-là, on a repris de l'avance. Et puis, 3 ans après, on ressort autre chose qui est encore plus adapté. Investir dans l'innovation, certes. Mais pour rester numéro 1, il faut également sans cesse maîtriser et, si possible, faire baisser les coûts de production. Surtout qu'en ce moment, le climat des affaires n'est plus au beau fixe. La première tempête, Manitou l'a subie dès le début de la crise. En 2009, son chiffre d'affaires a fait une chute vertigineuse, moins 50%. Résultat, en quelques mois, Manitou décide de se séparer de plus de 700 salariés. Depuis, M. Bamas suit de très près le carnet des commandes. Et selon lui, il est de plus en plus difficile de s'y retrouver.
Quand vous voyez notre niveau de prise de commande, qui démarre à 5000 machines, qui monte à 10 000, qui se stabilise autour de 9 000, qui redescend à 6 000, qui remonte à 8 000, ça donne aussi un manque de visibilité. Pour gérer ces fluctuations, M. Bamas veut des employés flexibles. Aujourd'hui, les signatures de CDI se font rares. Il préfère les intérimaires. Il est humainement assez malheureux, mais plus aisé, compte tenu du cadre réglementaire français, je dirais, de mettre un terme à un contrat d'intérim que de mettre un terme à un contrat, je dirais, à durée indéterminée. Une flexibilité qui permet d'adapter le nombre d'ouvriers au volume des commandes. Dans l'usine, c'est Vincent Roy qui gère les besoins en main-d'œuvre. Pour le passage à 30 en semaine, le passage à 13 en semaine 30, est-ce qu'on est d'accord ensemble que le besoin d'arrivée d'intérimaire, c'est 3 en S24? Et en ce moment, les commandes sont au rendez-vous. Vincent a donc besoin d'ouvriers en renfort. Alors pour toute la partie montage, nous devons intégrer 30 personnes en plus pour passer d'un effectif de 120 à 150 personnes. Tous ces effectifs doivent être en place très rapidement. Alors l'entreprise expérimente depuis 2 mois une méthode venue des Pays-Bas. Bonjour, ça va? Solène et Nathalie ne sont pas des salariés de Manitou. Elles travaillent pour une grande agence d'intérim qui a ses bureaux ici même, au sein de l'usine. Pour mettre à jour notre tableau d'entrée d'effectifs. Le service a un coût, mais il permet d'être très réactif. On est perpétuellement en contact avec la production, donc on avait déjà une idée du plan de charge qui allait venir. Donc on a fait pas mal de sessions de recrutement, on a des candidats dispo dans notre vivier. Des intérimaires sélectionnés à l'avance, formés aux différents postes et donc plus rapidement opérationnels. Alors moi j'ai juste quelques petits documents à vous remettre. Cette nouvelle organisation devrait permettre à Manitou d'augmenter sa productivité d'environ 6% et ainsi d'asseoir un peu plus sa position de leader face à ses concurrents allemands. Au revoir.